Merci. Donc on va effectivement discuter un petit peu donc, de l'agriculture et de comment des agriculteurs et puis parfois le gouvernement gère les ressources agricoles en insistant. Alors, les ressources agricoles, c'est... Vous allez voir, je vais un peu vous infliger un petit cours d'agroécologie, mais je dirais qu'on aurait tendance à séparer. Il y a la terre, il y a l'eau, il y a évidemment les hommes, il y a ensuite éventuellement les engrais, le matériel, etc. En fait, je vais partir avec un point de vue qui est que l'objet de travail de l'agriculteur, c'est un écosystème. Donc, ça va être, on ne va pas pouvoir séparer la gestion de l'eau, la gestion de la terre, la gestion évidemment de la force de travail humaine et autres. On va essayer de comprendre ça comme un tout un peu global et on va voir s'il est possible et à quelles conditions il serait possible de gérer ces ressources, donc écologiques, l'écosystème, l'environnement, pour des enjeux qui sont, quand même alimenter une population croissante, assurer sa sécurité alimentaire, et puis éventuellement produire d'autres choses pour l'exportation, du vin, des dattes et autres. En tout cas, la sécurité alimentaire doit-elle être une souveraineté alimentaire? Éventuellement on en débattra. C'est-à-dire est-ce que le Maghreb se doit d'avoir une plus grande autosuffisance alimentaire, ou au contraire, est-ce qu'il est son intérêt de spécialiser son agriculture selon les avantages comparatifs, de jouer la carte de si on n'a pas beaucoup d'avantages à produire du blé, c'est pas grave, produisons des dattes et on achètera du blé, ça fera partie un petit peu du débat. Voilà. Donc, d'abord, première chose, vous connaissez déjà, hein, j'imagine, mais pour mémoire quand même un petit peu, en termes donc justement d'écosystème et d'environnement, voilà donc le Maghreb. Nous on considère, enfin les agronomes, on regarde d'abord le relief, le climat et les sols qui peuvent se constituer là-dessus. On a, pour ce qui est d'Afrique du Nord, donc une particularité, c'est qu'on a plutôt des plissements et des terrains sédimentaires, c'est-à-dire que si on compare, parce que je travaille aussi dans l'Afrique subsaharienne, hein, et si on compare avec le reste de l'Afrique, au moins un élément plutôt avantageux, c'est qu'on a là plutôt des terrains sédimentaires, hein, donc c'est des plissements orientés comme vous le voyez là, avec toute une série de terrains sédimentaires qui datent du tertiaire pour certains, et même des sédiments du quaternaire dans les vallées. En tout cas, vous repérerez que pour l'agriculture, il y aura des zones plus favorables, qui sont en général les plaines côtières, hein, telles que le Rap, telles que la Mitidja, et les zones côtières aussi de Tunisie, les vallées intérieures, donc des zones de dépression intérieure, qui sont dessinées ici un petit peu en blanc, la vallée du Chélife et autres, qui sont en fait, je suis un peu en train de définir les zones très agricoles du Maghreb. Et puis, en dehors de ça, après, c'est des plissements, c'est des zones pentues, et on va voir, c'est quand même plutôt soit des zones de parcours, soit des zones qui ont été aménagées en terrasse pour faire de l'agriculture, alors là, irriguée, dans les atlas téliens et autres. Et puis, donc, plus on s'éloigne évidemment vers le sud, plus on monte quand même globalement en altitude, même si c'est plissé, forme d'escalier, on arrive vers les hautes plaines, et là évidemment, et ensuite pour le climat, le gradient, on va devoir beaucoup parler de l'eau, vous allez voir, mais un gradient pluviométrique qui nous amène de, voilà, le gradient pluviométrique, c'est globalement une pluviométrie qui va décroissant au fur et à mesure où on va vers le Sahara, une pluviométrie qui est d'autant plus élevée qu'on est sur des reliefs élevés, et aussi une pluviométrie qui est d'autant plus importante qu'on est sur le bord de la côte atlantique ou même méditerranéenne. Et quand on combine à la fois proximité de la côte et zone montagneuse comme en Kabylie, donc il y a quand même davantage de pluie. Mais précisément, alors autant il y a des plaines littorales qui sont, on va le voir, relativement arrosées, qui se situent plutôt, on va dire, dans le système 2, hein, de 600 mm de pluie à presque 1 mètre de millimètre de pluie. Il y a beaucoup de zones intérieures qui sont plutôt dessinées comme ça, hein, là. Donc si vous voulez, si vous prenez les zones en arrière de Oran, Mascara et autres, les Bénis-Liman, c'est peut-être un peu plus arrosé, on est quand même dans des climats semi-arides de type méditerranéen, et donc quand même en termes de gestion des ressources naturelles, vous ne serez pas surpris, on va devoir parler, vous en avez parlé ce matin, on va beaucoup parler de l'eau et de sa rareté. Avec une chose importante aussi, c'est que dans les zones montagneuses, mais c'est quand même plus vrai pour le Maroc qu'ailleurs,
une partie des précipitations qui ont lieu donc évidemment depuis l'automne jusqu'au printemps, et donc surtout en hiver, tombent sous forme de neige. Et l'avantage quand il y a des sommets enneigés, c'est que l'eau peut être relibérée plus tard et peut être disponible, on va dire, pour l'irrigation. Voilà un peu ce qu'il conviendra de retenir. Alors de ce point de vue-là, toutes les régions ne sont pas pareillement dotées. Pratiquer l'irrigation avec une eau, avec la fonte des neiges quand il n'y a pas de neige, dans certaines régions d'Algérie, c'est quasiment impossible. Voilà, donc ça c'est pour présenter un peu rapidement. Là, alors excusez-moi, là, ce n'est qu'en Algérie, c'est une vision tronquée de l'ensemble du Maghreb, mais vous voyez bien que ce qu'on appelle la saison des pluies, on est sous le climat méditerranéen, ça commence le 15 octobre, on va dire, ça se termine le 15 mai, et en fait c'est faux, parce que c'est très aléatoire la mise en place de la saison des pluies. On dit 15 octobre, mais ça peut commencer un peu plus précocement, il y a des années ça peut ne commencer qu'en novembre, et donc l'installation des cultures, je vais vous imposer un petit cours d'agronomie quand même, mais la mise en place des cultures va être quelque chose de très important pour la réussite en termes de rendement. Et justement, c'est très imprévisible. Les agriculteurs font face, surtout en début de saison des pluies, à de très grands aléas, de très grandes variabilités interannuelles. Et il en est un peu de même, mais c'est un peu moins grave pour la fin de la saison des pluies, quand on arrive avril-mai, le sirocco va pas tarder à arriver, et sa date d'installation, la date des vents desséchants venus du Sahara, etc., l'appareil peut fluctuer, et si évidemment ça n'a pas été récolté avant, ça peut être désastreux pour les cultures. On va devoir en reparler. Alors, je vous évite, excusez-moi, là, ça devient vraiment peut-être trop jargonneux pour ce dont on va débattre, mais on a coutume, nous, les agronomes, de distinguer évidemment différentes catégories de sols. Alors je vous dis tout de suite, dans les plaines littorales, le Rarme, la Mitidja, les plaines les plus proches, qui sont les plus arrosées, on a des sols qui sont qualifiés de vertiques. Quand vous entendez parler de vertiques, ça veut dire que c'est des sols très argileux, des argiles gonflantes. C'est même des sols qui pendant très longtemps ont été des sols, on dit dans le jargon, hydromorphes, c'est-à-dire inondés. Donc on est dans des régions semi-arides, mais les plaines littorales vers lesquelles convergent et des eaux des eaux de rivière et des eaux d'infiltration à travers les montagnes, parce que ces plissements calcaires, évidemment, l'eau va percoler à travers le calcaire et va ressurgir aux abords de la mer. Donc, à la limite, pendant un certain nombre de temps, ces plaines littorales étaient considérées comme, à la limite, impropres aux cultures parce que trop inondées. Alors, notamment, je vous le dis tout de suite, quand sont arrivés les Français. Et on considérait que ce n'était pas cultivé. Même certains se sont emparés de ces terres en prétextant que ce n'est pas approprié, et pour cause, on ne voit ni clôture, ni culture, ni rien. Et alors, on oubliait que c'était quand même aussi des terres de parcours pour les animaux. Mais donc, je veux dire, que m'importe, d'ailleurs, c'est de bonne foi ou de mauvaise foi, que m'importe, mais ces terres ont été appropriées au prétexte qu'elles ne l'étaient pas avant. Mais par contre, sachez que ces sols, pour peu qu'on les draine, et donc beaucoup de Français ont dit justement que c'est eux qui ont fait l'effort de drainer ces plaines et de les aménager, peuvent devenir des sols très fertiles. Dans le sens où il y a de l'argile, des argiles gonflantes qui retiennent l'eau et qui sont quand même des sols, des terrasses, enfin pas des terrasses, mais des sols alluvionnaires très souvent. Donc on a là des sols relativement profonds, de bonne qualité, à la condition que ces soient drainés, c'est-à-dire que ça cesse d'être hydromorphe. L'immense majorité des sols, par contre, dès qu'on sort des plaines littorales, c'est des sols formés sur des calcaires, ça ressemble au Larzac, c'est ce qu'on appelle les sols terra rossa, des sols rouges, c'est des sols de décalcification, attention, qui sont quand même pas trop acides, même si ça a été Et puis surtout, à très faible profondeur en dessous, on retrouve les calcaires, et même parfois des calcaires à l'état de croûte, c'est-à-dire en fait des sols peu profonds. Et néanmoins, ça va être des sols qui peuvent être mis en culture, mais là on se retrouve donc dans des sols qui sont par rapport au reste de l'Afrique subsaharienne beaucoup moins acides, donc ça c'est quand même une qualité, mais c'est la profondeur des sols qui va être gênante. Et puis je suis obligé de vous rajouter deux autres mots qui vont importer. Salin, alors ça c'est très directement lié, notamment quand on est dans les parties basses de ces plissements, qu'il y a quand même eu des oueds, il y a eu des pluies, des pluies d'automne en particulier,
particulier assez forte, que tout ça ruisselle. Ces eaux emmènent avec elles des sels, différents sels, mais notamment le chlorure de sodium, hein. Et tout ça s'accumule dans les parties basses, l'eau s'évapore, il reste une eau salée, les sols sont salins, notamment par des apports de sels latéraux venus des eaux de ruissellement. Mais des sols très salés, c'est des sols qui deviennent très vite impropres à la culture, pour une multiprésence, puis il y avoir une toxicité quand c'est trop salin, mais avant même ça, c'est des sols qui perdent ce qui, dans notre jargon d'agronome, est très important, la stabilité structurale. C'est-à-dire que quand vous faites avec un sol des mottes, par exemple avec un labour, il suffit d'une bonne pluie pour qu'ensuite ça redevient massif. C'est-à-dire ces sols, les mottes ont une très faible stabilité, et ça c'est malgré la présence d'argile, parce que souvent les sols argileux, j'en conviens, c'est plus argileux ici que là, mais c'est quand même argilo-calcaire. Malgré la présence d'argile, c'est des sols qui, quand on arrive à organiser un labour motteux pour que l'eau s'infiltre, eh bien, il ne faut pas longtemps pour que cette motte se désagrège et que le sol redevienne massif. Et quand un sol redevient massif, on dit même dans notre jargon battant, c'est-à-dire elle est battue par les eaux de pluie, ça fait même à la surface ce qu'on appelle une structure lamellaire, tout ça pour vous dire que très vite l'eau tombe et plutôt que de s'infiltrer, ruisselle. Et évidemment, une eau qui ruisselle, c'est une eau qui ne sera pas disponible pour les cultures à l'endroit où la pluie est tombée. Peut-être en bas plus tard, mais pas à l'endroit où c'est tombé. Donc là, on est déjà dans des conditions beaucoup plus difficiles et ça reste quand même des zones de culture. Alors, des colluvions plus ou moins profondes, vous voyez ce que c'est que des colluvions, c'est des éboulis qui descendent des zones de montagne. C'est des sols, alors là, qui sont assez intéressants parce que profonds, il y a eu une accumulation d'éboulis, de colluvions, etc. C'est des sols en général qui n'ont pas été trop inondés, donc ça a été, même je ne vous cache pas, les premiers sols cultivés. C'est-à-dire qu'à travers l'histoire, quand les populations berbères d'abord, arabes ensuite, souvent donc éleveurs, nomades, ont commencé à se sédentariser pour une part des lignages, une part des clans, quand ils ont commencé à bâtir des villages sédentaires, ils se sont installés préférentiellement sur ces zones de piémont. Parce que c'est des sols profonds, et c'est aussi parce que, là, en amont, dans les zones de montagne, il y a des terres de parcours pour les animaux, et les marais, c'est-à-dire les zones qui n'étaient pas encore drainées des plaines littorales, étaient aussi une zone où on pouvait amener les animaux. Et selon les saisons, des clans, des lignages, pour certains se sédentariser, certaines fractions, on dirait là-bas, hein, en fait, commencer à organiser des villages sédentaires, commencer à pratiquer autour de l'habitat une agriculture. Les sols sont profonds, on peut cultiver y compris des arbres, ça peut être des oliviers, ça peut être des amandiers, des pistachiers, en tout cas une culture arborée. Et il y a quand même des zones d'élevage à proximité. Et donc pour associer, alors ce n'est pas une vraie association agriculture-élevage, mais on peut quand même associer les deux activités au sein d'un même clan sans aller trop loin. Voilà. Et c'était donc les zones les plus propices à l'agriculture. Assez curieusement, ces sols très fertiles ici n'ont pas été les premiers mis en culture par les populations berbères et arabes. Voilà. Et le reste, qu'on appelle des lithosols dans le jargon, c'est des sols caillouteux. Alors là, on est vraiment sur les pentes, et sur des pentes parfois très érodées. La croûte calcaire est apparente, et je veux dire, là, ça devient très difficile à mettre en culture. Pour l'essentiel, on verra, c'est quand même pour l'essentiel des terres de parcours pour les troupeaux. Et puis des sols bruns lessivés, il y en a quand même assez peu, c'est surtout au Maroc, c'est dans des sols acides, il y a quand même quelques régions où les roches sont plutôt des granites, des gneiss, des sols acides, enfin c'est quand même minoritaire. Donc ça fait partie des ressources agricoles quand même de repérer est-ce que les sols sont propices ou pas à l'agriculture, puis seulement à un élevage. Évidemment, ça conditionne considérablement la végétation, autre élément de l'écosystème, qui est une ressource agricole. Mais enfin, bon, quand on présente un transect, là, on serait typiquement dans un synclinal, dans un plissement. Voilà, le calcaire, l'anticlinal est ici, un synclinal là, et ça remonte par là. C'est les fameux plissements dont je vous parlais, et qui ont été effectivement ensuite comblés, soit par d'autres sédiments calcaires ou marno-calcaires sur les calcaires durs ici, et puis même des alluvions du quaternaire à proximité des oueds qui débordent, qui de temps en temps organisent des terrasses alluvionnaires,
Mais ça, c'est quand même une toposéquence, on dit dans notre jargon, on ne peut plus de classique dans les zones intérieures. Hein. C'est plus les plaines littorales, c'est les zones intérieures de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Voilà. Bon, je passe un peu vite là-dessus. Quelques images. Alors, on est ici au Maroc, mais c'est des plaines littorales. Et on devine quand même que ce n'est pas forcément des sols vertiques aussi profonds que ce que j'avais raconté tout à l'heure, parce qu'il y a des endroits où on devine des affleurements calcaires. Ces régions sont propices à l'agriculture, hein, mais va souffrir non pas d'un manque d'eau, on est sur le bord littoral, on est dans la région les plus arrosées, mais sur la réserve en eau, par contre, d'un sol qui est peu profond, bah, c'est pas forcément génial. Une partie de l'eau rejoint la mer, en fait, assez vite, même si c'est pas pentu, mais elle le rejoint, après elle s'est infiltrée, et on va voir que dans la gestion des ressources agricoles, pour satisfaire les besoins alimentaires et autres d'une nation, la question de la réserve en eau dans le sol va importer considérablement, et ça va conditionner le choix des cultures. Alors ça, par contre, c'est un paysage typique, vous avez peut-être déjà vu ça pour ceux d'entre vous qui fréquentez le Maghreb, c'est assez typique de ce qu'on appellerait un open field, donc des champs ouverts. C'est absolument pas bocagé, c'est totalement ouvert. De champs qui sont cultivés, alors là, y compris, je ne vous cache pas, c'est assez remarquable parce qu'il y a une grande proportion de terres qui sont cultivées. Vous imaginez que c'est soit du blé, soit de l'orge, et vous observez encore quelques taches noires de sols qui ne sont pas cultivés et qu'on a coutume de dire c'est des terres en jachèche. Alors là, souvenir, c'est le Maroc encore une fois, mais vous avez assez curieusement une faible proportion de terres en jachère. Et on verra, c'est peut-être une bonne nouvelle d'une certaine façon, de savoir qu'il y a encore des terres qui pourraient être mises en culture aujourd'hui dans l'Afrique du Nord et qui ne le sont pas. Alors il va falloir analyser pourquoi il y a encore des terres en jachère et pourquoi elles ne sont pas cultivées tous les ans. Je sais que ce qui vous inspire, la jachère, c'est une terre au repos. On verra que le rôle de la jachère dans la gestion des ressources naturelles, ça n'a rien à voir avec un quelconque repos. Donc c'est une expression totalement fausse, une image que les gens se donnent, c'était juste pour dire que c'est pas cultivé, mais l'image d'un repos est une image absurde en termes explicatifs, parce que c'est même, vous allez voir, souvent totalement l'inverse. Vous le devinez d'ailleurs peut-être, ces terres ont été labourées, alors que justement, c'est pas mis en culture. Donc c'est là le côté surprenant, mais on va y arriver. Je veux entretenir le suspense. Qu'à cette heure-là de la journée, les gens risquaient de dormir. Alors, j'ai déjà été averti. Alors, je poursuis, sauf que là on est dans la vallée de la Medjardin en Tunisie. C'est vrai que c'est un peu plus bocagé, on voit qu'il y a des endroits dans les zones de plaine, mais là on est vraiment alors, en termes de paysage, c'est vraiment ce qu'on appellerait, c'est pas complètement littoral, mais c'est quand même une de ces vallées qui descend vers la mer. On est là vraiment sur les sols profonds, vertiques, argileux, fertiles, mais qui peuvent être inondés s'il n'y a pas eu des travaux préalables de drainage. Et là, quand même, vous voyez, on peut à la fois cultiver, et comme il y a ici des céréales, on peut même pratiquer de l'élevage de petits ruminants à même les pailles. Et puis, on imagine que les montagnes, ben, c'est ce qu'on appelait les lithosols tout à l'heure, des sols qui sont très peu profonds, et donc sur lesquels il y aura une végétation naturelle, pâturée, on verra peut-être même surpâturée, ça aussi c'est la gestion des ressources agricoles, avec des possibilités, s'il y a peu de végétation, ben, que l'eau coule d'emblée, c'est ça qui peut être à l'origine, y compris de l'excès d'eau dans les zones de vallée. Alors, pour continuer dans les ressources, hein, on voyage, on remet les différents éléments du paysage dont on va parler et débattre plus tard. Il y a donc des zones qui ne sont pas cultivées et que l'on considérerait aujourd'hui comme des forêts. Sauf que justement, ces forêts sont, vous le voyez, il y a des animaux, elles sont pâturées. Alors vous savez que dans le nord de la Méditerranée, donc chez nous, on avait tendance à une époque de considérer qu'il y avait trois ensembles agricoles, l'agère, les terres agricoles soumises à l'agriculture, la forêt, les silva, forêt, et le saltus, les zones de pâture. Alors remarquez, c'était aussi un peu vrai chez nous, je ne vous le cache pas, la frontière entre une forêt et une pâture
n'a jamais toujours été très bien délimité, puisque dans les forêts de chênes, chez nous, parfois, on envoyait les cochons, et il y avait la glandée, donc c'était quand même une zone qui était pâturée. En tout cas, sachez que ça a été un peu vrai chez nous, mais dans le sud de la Méditerranée, ça reste un objet de conflit. Vous avez des gens qui considèrent que pour protéger la forêt, il faudrait interdire aux agriculteurs, éleveurs, d'y envoyer les animaux. Et il y a des gardes forestiers qui continuent de réprimer aujourd'hui les éleveurs. Alors ça va avoir une relation avec le statut foncier, bien évidemment. Est-ce que ces terres forestières sont des terres privées, ou est-ce que c'est des terres domaniales, ou des terres qu'on pourrait considérer comme indivises, mais propriété d'un clan, d'une fraction et autres? On va en parler tout à l'heure. Mais voilà un élément typique du paysage où il y a des gens qui se disputent cet espace, certains considérant que les animaux n'ont pas à y être menés, et d'autres, au contraire, considèrent que depuis toujours il en a été ainsi, que cet espace n'a jamais été strictement une forêt, mais à la fois joue le rôle silva et sanctus, terre de parcours et forêt. Alors dans les forêts en question, mais qui se prêtent quand même à une production herbacée en bas et qui pourrait servir au parcours, ben c'est les forêts de chêne-liège que vous voyez là. On peut l'exploiter pour le chêne-liège, mais la question est pourquoi ne pourrait-on pas l'exploiter ici pour la pâture des troupeaux, notamment les moutons. Alors, autre élément de paysage, on s'éloigne progressivement quand même de la mer, hein, et on monte donc progressivement d'altitude, et on se retrouve sur des zones qui ne sont pas forcément que ondulées, parce que dans les ondulations dont on parlait, il y a quand même des zones qui ont été comblées, comme vous voyez ici. Alors là, c'est les fameux lithosols, les sols qu'on ne peut pas cultiver, ou très difficilement, sauf peut-être dans la partie vraiment piémont. Et puis vous voyez qu'il y a des zones beaucoup plus planes qui ont été ainsi comblées, entre colluvion et alluvion. Et bon, bah, vous imaginez ce qu'on devine là, on est en saison des pluies, il y a de l'herbe verte, donc à coup sûr on est en saison des pluies, et vous voyez que ce n'est pas cultivé. C'est une jachère pâturée, c'est-à-dire que c'est des zones qui vont être périodiquement cultivées, mais aussi périodiquement non cultivées, et à ce moment-là, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que ça va être pâturé par les animaux que vous voyez là. Et je vous dis tout de suite, ces animaux que vous voyez là jouent un rôle très important pour la gestion de l'eau, la ressource rare, hein, quand même, puisqu'on commence à rentrer vers l'intérieur et c'est beaucoup plus rare, mais de façon très indirecte, c'est-à-dire que ces moutons que vous voyez là, ces ruminants, ils pâturent une herbe de telle sorte que cette herbe ne monte jamais en graine. C'est-à-dire que l'herbe que vous voyez là ne devienne pas la mauvaise herbe du blé ou de l'orge qui va être cultivé l'année d'après. Et donc je suis en train de vous introduire l'idée que ce qu'on appelle jachère, pâturée en tout cas, c'est une période de temps pendant laquelle on ne cultive pas pour que des animaux participent à la lutte contre des mauvaises herbes. Et un peu plus tard, enfin je peux vous le dire tout de suite, la lutte contre les mauvaises herbes, quand vous êtes dans des zones semi-arides et où l'eau est le facteur limitant, c'est de faire en sorte effectivement que quand vous allez mettre du blé plus tard, ou de l'orge plus tard, vous n'ayez pas de la concurrence pour l'eau avec une herbe qui va évaporer, transpirer, qui va absorber de l'eau, la transpirer, et ce sera autant d'eau de moins disponible pour le blé ou pour l'orge que vous allez cultiver. Et donc l'une des raisons premières de l'existence d'une rotation biennale blé-jachère ou orge-jachère dans les climats méditerranéens de façon générale, il en a été de même il y a très longtemps au nord de la Méditerranée, mais on voit encore ça aujourd'hui dans le sud de la Méditerranée, donc au Maghreb, c'est la lutte contre les mauvaises herbes, et l'une d'entre elles en particulier, qu'on appelle la folle avoine, qui ressemble à de l'avoine, mais c'est une herbe sauvage, et dont le cycle végétatif, dont le cycle de croissance est très ressemblant à celui du blé. Vous voyez quand même, hein, on va prêter beaucoup de considération aux cultures pluviales, aux cultures sèches, comme diraient certains, et la gestion de l'eau en conditions pluviales. Je dis ça parce que maintenant on vous a parlé d'irrigation. Bref, je plaisante. C'est une conspiration du repas qu'on vient de terminer là, tout à l'heure, avec l'intéressé, la personne concernée, rassurez-vous. Bon, alors là, c'est évidemment pas cultivable, hein, on est en Kabylie, c'est très loin, mais bon, ça existe, ça peut être très beau, voilà. Alors, un peu d'histoire,
on va mélanger l'écologie, l'économie, l'histoire, beaucoup de choses ensemble, et puis on va voir si ça fait des systèmes après. Dans ces éléments du paysage, je n'ai pas encore tout montré parce qu'on aurait pu aller jusqu'au Sahara, mais les photos vont suivre. Eh bien, ce qui me importe de raconter, c'est qu'avant la colonisation française, on en parlait, préexistait une agriculture très largement paysanne, même si au moment de la Régence turque, il y avait quand même déjà quelques grands domaines. À l'époque romaine aussi, il y a eu quelques villas romaines, mais globalement, avant la colonisation française ou les protectorats, on a vu une agriculture fondamentalement paysanne, constituée par des populations, aussi bien, je parle aussi bien pour les Berbères que pour les Arabes, de populations dont certains éléments des lignages et des clans étaient encore largement éleveurs, mais dont certains autres éléments, certaines fractions, étaient agriculteurs, sédentaires, installés pour l'essentiel sur les piémonts. Donc il y a eu une sédentarisation progressive qui a mis des siècles et qui a été progressive. Il y a encore des gens qui pratiquent un élevage semi-nomade, on va dire, aujourd'hui. Mais cette sédentarisation progressive, elle s'est faite pour l'essentiel dans les éléments de piémont. Alors je vous l'ai expliqué, les piémonts avaient un grand avantage, ce n'était pas aussi argileux et inondé que les fameux vertisols très argileux, collants, qui ne se prêtent pas au travail du sol, tellement c'est collant, tellement c'est gonflant et autres, mais au contraire dans des limons qui sont des éboulis, donc des terres relativement filtrantes, des éboulis calcaires et autres, un peu argileux quand même, et surtout profonds, qui vont se prêter aussi au moment de l'installation des villages, à l'installation de cultures arborées qui peuvent être les oliviers, les amandiers, les pistachiers, toute une foule d'arbres en question, et aussi pratiquer une agriculture qui peut être le blé. Alors, première chose, quand même, on va le voir, c'est que quand les gens ont commencé à s'installer et organiser des villages sédentaires, il y a bien eu, entre, on va presque dire tribus cette fois-ci, de gens qui étaient préalablement nomades ou semi-nomades, un partage du terroir, du territoire. Mais un partage du territoire qui est exactement perpendiculaire à la montagne. C'est-à-dire, à la limite, c'est presque en fonction des zones de déplacement des animaux, qui vont de tantôt du haut vers le bas, du bas vers l'autre sommet, et puis ensuite vers l'autre plissement, et autres. C'est-à-dire que les premiers partages du territoire au Maghreb, et c'est vrai pour à peu près les 3 pays, je vous le dis tout de suite, ça a été de définir des grandes aires qui correspondent à des aires de parcours des éleveurs nomades d'autrefois. Et chaque fois que dans ces zones où il y a plusieurs ondulations, on pourrait presque dire de la mer jusqu'à la steppe, quoi, aux confins du Sahara, et bien chaque fois qu'il y a des piémonts, il y a des fractions de ces éleveurs qui sont sédentarisés et ont commencé à cultiver et à vivre comme sédentaires sur les piémonts. Mais il faut repérer, premier élément du paysage, et donc encore aujourd'hui, des gens se réfèrent à une propriété éminente de tribus. Hein. Alors évidemment, ça va peut-être en conflit avec parfois l'État, mais en lanière, quand je dis verticale, en tout cas, perpendiculaire au sens de la pente. Et sur d'immenses espaces. Alors, là où les gens se sont sédentarisés, sur les piémonts, première chose, l'installation de jardins vergers, donc avec toute une série d'arbres méditerranéens, mais aux abords, donc on va appeler le hortus, si on parlait latin, c'est un peu étrange de parler latin en Afrique du Nord, mais par rapport à ce que nous on connaît, le hortus, l'horticulture, et qui va être du maraîchage et des arbres fruitiers ou autres. Ensuite, légèrement plus loin, mais toujours sur le piémont, ce qu'on va appeler effectivement la terre cultivée. Alors là, il nous faut être clair, d'un point de vue du foncier, les gens commencent, alors, au sein même d'une tribu qui s'était octroyée, partagée l'espace en grande lanière de la mer vers la steppe, et bien maintenant, à l'intérieur de cet espace, toujours sur les piémonts, des terres vont être attribuées définitivement aux familles sédentarisées, avec l'idée de les mettre en culture, et c'est ce qu'on va appeler les terres melk, qui est souvent traduit en français terre privée. En tout cas, c'est quand même bien une attribution privative, c'est pas forcément tout de suite des terres qui se vendent, s'achètent, se louent, une vraie propriété privée, quoi. Mais en tout cas, des attributions définitives. Cette terre est à tel
lignage ou à telle famille, et c'est héritable. C'est-à-dire les descendants de ces familles hériteront de ces terres en question. Et sur des terres donc définitivement attribuées à des familles au sein des tribus, des clans, et même parfois des lignages, les gens vont pratiquer une agriculture qui est une agriculture inspirée directement de la domestication de la Mésopotamie, hein, c'est-à-dire les nomades, dans les déplacements, avaient amené des blés, avaient amené des lentilles, avaient amené des plantes qui avaient été préalablement domestiquées depuis très longtemps au Moyen-Orient. Alors ça va être le blé, mais pour l'essentiel, vous le savez, c'est plutôt le blé dur. Et donc c'est le couscous, c'est le blé dur qui va être cultivé, et qui va être cultivé donc en rotation biennale avec une jachère. Et donc le rôle de la jachère, pour l'essentiel, c'est qu'une année sur deux, on va pouvoir faire pâturer les herbes, faire en sorte qu'elles n'égrènent pas, et donc que les mauvaises herbes qui auraient pu se reproduire, notamment toutes les mauvaises herbes dont le cycle végétatif est très ressemblant à celui du blé, c'est-à-dire qu'il peut proliférer quand on cultive du blé, eh bien, on en neutralise la prolifération grâce à ce pâturage une année sur deux, en prenant grand soin que ce soit pâturé, évidemment, totalement pâturé, avant la montée en graines. Il n'y arrive pas parfaitement, hein, il y a quand même une reproduction de ces mauvaises herbes, mais c'est un rôle, pour l'essentiel, la jachère, c'est un mode de lutte biologique, on va dire, contre les mauvaises herbes. Et la lutte contre les mauvaises herbes, c'est vital par rapport à la concurrence que peuvent faire ces mauvaises herbes avec le blé pour ce qui est de l'eau du sol, puisque la principale concurrence, ça va être sur l'eau du sol. Il faut éviter, dans des régions semi-arides, qu'une partie de l'eau soit absorbée par des herbes inutiles, qu'on appelle herbes adventices. Alors, jachère, ceci étant, c'est un mot français, et si on pense au latin, ça vient de jachérer, ça veut dire labourer. Là, en l'occurrence, c'est quasiment pas labourer, c'est-à-dire que, en tout cas pendant la période de jachère, c'est à l'automne, après donc une année de non-culture, qu'on va recommencer à mettre du blé. Alors là, il faut essayer d'ameublir le sol et de semer assez précocement le blé. Ce que je suis en train de vous dire, ce sera d'autant plus vrai qu'on sera dans les zones intérieures et les zones un peu en altitude, un peu plus fraîches. L'idée étant, gestion de l'eau, la ressource rare, et en culture pluviale, c'est de faire en sorte que la germination ait lieu très tôt, après la première pluie, que l'enracinement commence très tôt après la première pluie, et même, il va y avoir une période, si on est en altitude, de moindre croissance du blé, parce qu'il va faire froid. Donc ça aussi, c'est dans la partie climatique, il peut y même avoir des zones où il y a du gel, hein, dans les zones de l'Atlas ténien et autres. Et l'idée vraiment est d'avoir un semis précoce, un enracinement précoce pour que l'enracinement soit le plus profond possible. Et un enracinement le plus profond possible, c'est l'espoir que quand le printemps va arriver, et le problème c'est qu'après le printemps, très vite le sirocco va arriver, puisque la saison des pluies s'arrête vers le 15 mai, hein, donc il reste peu de temps à ce moment-là pour la croissance du blé, mais de faire en sorte que le blé, quand il va arriver vers le mois de mai, il est déjà un enracinement profond, et que si la pluie s'arrête précocement, bah, au moins grâce à son enracinement profond, le blé pourra avoir accès à de l'eau en profondeur, des réserves en eau tombées pendant l'automne et l'hiver suffisamment. Là, ça devient vital. Donc vous voyez que la gestion des ressources agricoles, là, il y a des savoir-faire, évidemment, qui est empirique, hein. Les sociétés qui ont le mieux survécu sont celles qui se sont données comme consigne, effectivement, de préparer le lit de semences très tôt. Alors comment on fait? Ben, figurez-vous, c'est que souvent on sème le blé directement avant même tout travail du sol. Et on passe ensuite l'outil, qui est un outil qui s'appelle l'arère. On ne va malheureusement pas en voir, je crois, dans une photo, j'ai peut-être pas bien sélectionné. Et c'est ce passage de l'arère tiré en général par des ânes, donc pareil, hein, l'âne a été introduit aussi depuis le Moyen-Orient, et donc c'est un outil qui va creuser le sol, l'ameublir, le soulever, c'est un outil symétrique, vous creusez un sillon, et la terre est soulevée des deux côtés. Mais quand je dis la terre est soulevée des deux côtés, ce n'est pas une terre qui est retournée comme avec une charrue. On est en climat méditerranéen, on n'est pas forcément contraint pour éliminer les mauvaises herbes, parce qu'il commence dès les premières pluies à voir apparaître des mauvaises herbes.
On n'est pas forcément contraint d'enfouir l'herbe dans le sous-sol pour qu'elle pourrisse. Quand vous êtes au début, juste après les premières pluies, je veux dire, les graines de mauvaises herbes germent, il suffit d'ameublir le sol, la mauvaise herbe perd le contact avec le terrain, parce que c'est moteux, c'est aéré et tout, et évidemment, c'est par dessèchement que l'herbe est neutralisée. Donc, on sème, et le passage de l'arère, c'est d'abord une première façon de lutter contre d'éventuelles mauvaises herbes, hein, et c'est aussi une façon de recouvrir les semences. Donc, ça vous fait des sillons, ça vous fait des petits billons, mais ça ne vous fait pas des semis en ligne parfaites, comme vous êtes habitué peut-être de voir en France quand vous voyez un champ de blé. Ça vous fait quand même s'il y a un relatif alignement, ça vous fait quand même une espèce de semis en foule. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'après, une fois la végétation démarrée, il est quasiment impossible d'aller désherber. Vous ne pouvez même pas vous dire, je vais passer entre les lignes pour désherber à la main ou avec une binette. Ça veut donc dire qu'après le semis, jusque quasiment la récolte, vous ne faites quasiment plus rien. Et tout dépend des aléas de la pluie et de l'importance des mauvaises herbes. Et je peux vous assurer, l'important, c'est de pouvoir neutraliser au maximum les mauvaises herbes, parce que ça pompe la ressource rare qui est l'eau. Donc, le blé jachère, ça a de très grandes raisons d'être. Ça n'a pas été inventé au Maghreb, hein, ça a été inventé au Moyen-Orient, mais les populations qui se sont sédentarisées se sont inspirées d'expériences déjà éprouvées ailleurs et l'ont pratiqué. Le semis le plus précoce possible, on sème directement sans travail du sol préalable, parce que travailler un sol qui n'est pas encore humecté, c'est quasiment impossible, surtout si comme seul outil pour la traction animale, vous n'avez que l'âne. Voilà, donc ça s'expliquait parfaitement. Alors, dans quelques petits endroits, mais là, proche de l'habitat, ce n'est plus le jardin-verger, mais ce n'est pas non plus les terres assez lointaines, on est toujours sur les piémonts, blé, légumes secs. C'est-à-dire que dans la ration alimentaire, alors je pense que vous êtes tous au courant, mais si vous n'êtes pas, vous me le dites, on a besoin pour notre alimentation, et les Maghrébins aussi, ont besoin d'énergie. L'énergie, ça va être le blé dur, ça va être l'amidon, ça c'est la partie calories alimentaire, la partie énergétique. Mais dans notre alimentation, deuxième nécessité, on a besoin de protéines, et les protéines, eh bien, en l'occurrence au Maghreb, ça va être des légumineuses, c'est des lentilles, des pois chiches, des fèves, des plantes du régime méditerranéen, hein, on est vraiment en régime crétois, on dirait aujourd'hui dans notre jargon, dans les régimes alimentaires, c'est la protéine, et donc là c'est le légume sec. Alors c'est en petite quantité, et c'est sur des champs, puisqu'il n'y aura pas de jachère, il y aura blé une année, et légumes secs l'année d'après. Alors d'abord le légume sec va pouvoir être semé plus tardivement que le blé, c'est-à-dire c'est une fois qu'on a terminé les semis de blé qu'on va commencer à s'interroger sur le semis des légumes secs, et ensuite il y aura un passage de l'arère. Alors ça va être un peu différent, parce que là par contre on va faire un premier labour, mais ça y est, le sol est humecté. Hein. Quand vous avez terminé les semis de blé à un endroit, les sols qui n'avaient pas encore été cultivés, qui ne vont pas être en jachère, ont déjà été humectés. Donc là vous pouvez commencer à faire un passage de l'arère qui va ameublir le sol, qui aura un travail d'ammeublissement, et là il n'y a pas de résistance du sol démesurée au passage de l'outil. Vous semez dans le sillon et vous repassez un arère pour recouvrir. Et là c'est au contraire des semis qui sont en ligne, qui sont assez à grand écartement, et le légume sec, c'est ce que chez nous on aurait dit, c'est la culture sarclée, donc c'est en ligne et avec des grands écartements. Ça veut dire qu'après vous pouvez lutter contre les éventuelles mauvaises herbes, et donc au fond le désherbage, quand vous remplacez une jachère par des légumes secs, le désherbage, il est remplacé par le travail manuel de binage, de sarclobinage, on dit dans notre jargon, avec un outil à main, entre les rangs et entre les plantes sur un même rang. Mais évidemment, comme c'est manuel, c'est beaucoup de temps de travail, vous ne pouvez pas faire ça sur toutes les surfaces ensemencées en blé l'année d'avant. Donc quand vous avez semé un blé l'année d'avant, il n'y a qu'une toute petite partie qui va pouvoir faire l'objet d'un tel travail de soin, parce que vraiment des lentilles, si vous voulez, si vous ne les protégez pas contre les mauvaises herbes, c'est très vite étouffé, enfin, c'est la catastrophe. Et la lentille va être récoltée un peu plus tardivement, ce qui peut éventuellement poser problème quand vous récoltez, donc ça peut être récolté déjà en saison sèche, hein, là, s'il y a les animaux. C'est-à-dire que si les animaux de vos cousins, hein, parce que c'est quand même des gens apparentés, hein,
mais des éleveurs nomades reviennent dans les zones cultivées et commencent à amener les moutons pour pâturer les chaumes de blé, ben, je vais vous dire, si dans un champ il y a encore des lentilles, ils ne se trompent pas, les lentilles sont bien vertes et vont se diriger vers les lentilles. Donc, pareil, la raison pour laquelle c'est sur de toutes petites surfaces qu'on rencontre cette rotation blé-légumes secs, ben, c'est tout simplement qu'il faut le protéger. On fait ça en général très proche de l'habitat. Si on peut, on va voir des photos, on essaye de clôturer, mais on clôture avec ben, des figuiers d'armarie, des cactus, des épineux. Mais ce sera que de toutes petites surfaces. Et puis pareil, il y a, pareil sur de toutes petites surfaces, et en général toujours sur les piémonts et à proximité de l'habitat, mais extérieur au jardin verger, une rotation de blé et de cultures fourragères. Alors là, c'est un mélange d'avoine, et là c'est avoine domestique, hein, c'est pas la folle avoine de mauvaise herbe, c'est de l'avoine domestique que l'on mélange avec une vesse. La vesse, je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, mais c'est une plante de la famille des légumineuses aussi, donc qui est capable de fournir des protéines. Le légume sec, le pois chiche, la lentille, ou la fève, ou bien la vesse, sont des plantes qui fournissent des protéines, c'est-à-dire c'est des plantes qui, grâce à des microbes, sont capables d'aller chercher de l'azote dans l'air. Parce que vous savez que pour fabriquer une protéine, il faut l'hydrate de carbone de l'amidon, mais il faut rajouter, ça devient une protéine, de l'azote, et l'azote on le trouve dans l'air. Alors je suis en train de vous dire qu'au fond dans les ressources agricoles, au Maghreb comme ailleurs, il y a des ressources d'abord sur lesquelles on n'a pas trop à se plaindre. À partir du moment où on a accès au terrain, ça ne manque pas, c'est le soleil. Sauf que, parce que l'énergie alimentaire, l'amidon du blé dur, cette énergie nous vient du soleil. C'est la plante par photosynthèse qui transforme l'énergie solaire en énergie alimentaire. Et ça s'appelle fabriquer de l'amidon. L'amidon, c'est un hydrate de carbone. La plante prend le carbone du gaz carbonique et fixe le carbone dans l'amidon et nous rejette l'oxygène. Ça, c'est la photosynthèse. Donc il y a deux ressources. Une est renouvelable, le soleil. Deux, le gaz carbonique, c'est pléthorique. C'est pas ça la ressource rare. Par contre, pour que la plante fasse ça bien, il faut que la plante transpire. C'est-à-dire que c'est par les orifices par lesquels la plante transpire que la plante prend le gaz carbonique, garde le carbone et rejette l'oxygène. Et si la plante ne transpire pas, il n'y a plus de photosynthèse. Et la plante a cet avantage sur nous, c'est que nous, excusez-moi ce petit cours d'agroécologie, mais nous, plus il fait chaud et sec, plus il faut qu'on boive. Et vraiment, plus on transpire. Plus il fait chaud et sec, plus on transpire. Ben, la plante a une défense, elle, c'est que quand il fait vraiment trop chaud et trop sec, elle cesse de transpirer et ne meurt pas aussitôt. Ça, c'est sa défense. Ben, c'est comme ça que fonctionnent les végétaux. Et précisément, quand il fait trop chaud et trop sec, et quand il n'y a pas assez d'eau dans le sol, d'où la gestion de l'eau, vous imaginez bien, c'est pas surprenant que ce soit l'eau qui retienne notre attention, ben, la plante, elle est là, elle ne meurt pas, mais elle cesse de pratiquer la photosynthèse, c'est-à-dire que l'abondance de soleil ne sert plus à rien, puisque la plante a tout fermé et ne peut plus capter le carbone. Donc vous voyez, les ressources pléthoriques, c'est la lumière, l'énergie, c'est le gaz carbonique, c'est au fond l'azote. L'azote, il y a 79% d'azote dans l'air maghrébin, comme chez nous. Il n'y en a ni plus ni moins au Maghreb qu'en France, au nord de la Méditerranée. Eh bien, l'azote est très abondant, mais pour fixer l'azote, la plante, donc les légumineuses, légumes secs ou vesses, eh bien, on recourt à des microbes, c'est des microbes qui parasitent par certains côtés, on pourrait dire, mais le mot parasitisme n'est pas adéquat, en tout cas qui prend de l'énergie de la photosynthèse de la plante, et grâce à cette énergie, arrive à synthétiser la protéine, juste pour vous dire, attention, que la synthèse des acides aminés et des protéines est toujours coûteuse en énergie. Évidemment, plus tard, on va s'interroger, faut-il fertiliser les blés ici avec de l'urée, avec des engrais azotés de synthèse? Vous verrez qu'à ce moment-là, la question, c'est on va utiliser de l'énergie fossile. Alors c'est bien de me rappeler que je ne suis pas au 10e de ce que j'avais. Voilà. En tout cas, ce petit cours d'agroécologie, c'est pour vous dire que c'est quand même l'eau qui va être le facteur limitant, mais ça a à voir beaucoup avec l'utilisation de l'énergie. Alors, travail à l'arrière, traction résine, on l'a déjà dit, et évidemment,
toujours pareil dans les tribus et même dans les clans, des gens qui continuent de pratiquer l'élevage. Et l'élevage peut être soit des très grandes, on dit transhumances, mais peut-être un peu à tort, c'est-à-dire des gens qui vont aller jusqu'aux confins du Sahara pendant la saison des pluies parce qu'il y a de l'herbe éphémère, et retourner avec leurs troupeaux sur les chaumes, donc après récolte évidemment du blé, et puis vous allez avoir qui font que des petits déplacements entre les sommets, et puis n'oubliez pas, les zones de plaine qui sont hydromorphes. Voilà, bon ça c'est les calendriers, je ne vais pas vous raconter, mais c'est sur 2 ans. Vous avez le blé et tout, donc vous voyez que la période de photosynthèse, c'est-à-dire la période pendant laquelle on utilise les terrains disponibles et l'eau pluviale sur ces terrains, figurez-vous, ça occupe qu'un temps extrêmement limité. Là, il y en a même moins du tiers. Là, c'est déjà un peu plus. Mais c'est, je vous le dis tout de suite, sur de très faibles surfaces. Donc on aurait envie de dire, au fond, il y a beaucoup d'eau pluviale, il y a beaucoup de lumière sur des terrains qui sont sous-utilisés. Question, est-ce qu'il est possible et comment procéder pour en faire un meilleur usage? Alors, quelques photos, bon, il y a la télévision, il y a les figuiers de Barbarie, c'est proche de l'habitat. Là, en général, on peut trouver, mais c'est du blé qu'on voit, mais on aurait pu trouver la veste. Pareil, proche de l'habitat, là, ce n'est déjà plus les vergers. De toute façon, il n'y a plus de place pour les vergers, on est tout près du Sahara, mais c'est juste pour vous montrer qu'il peut y avoir des haies. Ces haies peuvent à la fois servir de haies, et sachez que ça peut servir de fourrage. C'est-à-dire que c'est aussi, en saison sèche, une réserve d'eau. C'est un peu dur à manger, c'est pas ce qu'il y a de plus appétissant pour les moutons. Les chèvres savent un peu mieux faire, mais c'est pas génial. Mais c'est ce qu'on peut trouver éventuellement comme clôture. Donc pareil, dès qu'il y a de l'habitat, c'est haies. Et là, vous voyez une jachère fleurie. Alors, par contre, il faut absolument qu'elle soit pâturée avant que ça ne monte en graines. Mais toutes les plantes ne sont pas forcément non plus pâturées. Les jachères. Bon, c'est pour montrer les vestiges romains. Olivier, il doit y avoir une jachère, on ne la voit quasiment pas. Mais voilà, typique, dans des sols blé, jachère, la rotation biennale. On trouve ça, c'est encore aujourd'hui. Hein. Pareil, on est dans des zones de plaine, sur des zones certes pas forcément très arrosées, mais du blé et une jachère pâturée. Et évidemment, vous n'êtes pas surpris, comme il n'y a pas de clôture, il faut absolument qu'il y ait un berger. Et attention à lui, si jamais les moutons, ils ont quand même une préférence, hein, les moutons, ils ne se trompent pas. Et toujours pareil, alors ça je crois que c'est quand même très important, on va voir qu'aujourd'hui, par exemple en Algérie, il y a encore un tiers des terres arabes qui sont en jachère. C'est moins au Maroc et en Tunisie, mais donc, si vous voulez, depuis 62, depuis l'indépendance, l'objectif du gouvernement algérien a toujours été de dire mettre fin aux jachères, supprimer les jachères, c'est une terre inutilisée, c'est du soleil qui tombe à terre et qui ne sert pas à faire des calories, c'est de l'eau qui tombe à terre, on va voir la réponse. L'outil, alors là c'est déjà un labour, en fait ça c'est un labour, mais c'est la traction asine, bon c'est juste pour illustrer, mais peut-être certains d'entre vous êtes très accoutumés à ce genre de paysage, bon pareil, c'est, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, le sarclobinage, bon alors là c'est déjà des cultures un peu plus spécialisées, il faut, alors là par contre, pour bider autrement qu'à la main, il faut absolument que les semis soient en ligne, là c'est déjà plus, ce n'est déjà plus l'arère. Bon, le pois chiche, il n'en avait jamais vu. La vesse avoine, alors c'est intéressant la vesse avoine parce que l'avoine sert de tuteur à la vesse. Et c'est un excellent mélange fourragé, puisqu'il y a à la fois la calorie de l'avoine et la légumineuse de la vesse. Et c'est bien une association culturelle, un mélange entre les deux. Bon, les fèves enherbées, alors en principe, je vous ai dit que les légumes secs, c'était justement la plante qui devait être sarclobinée, donc soigneusement sarclobinée, et vous voyez que ce n'est pas complètement le cas, on n'a pas toujours le temps. Donc dès qu'on veut élargir trop les surfaces, si on n'a pas le temps de bien désherber, eh bien, je peux vous assurer qu'il y a du réensemencement de mauvaises herbes pour le blé l'année suivante. Donc c'est quand même très dur à maîtriser. Et puis là, on est vraiment à l'intérieur, bon, on est retourné en Tunisie, là on est vraiment dans la steppe, et bien quand vous avez, alors là c'est pas blé, jachère, rotation biennale, c'est quand il y a de l'eau qui s'est accumulée ici, on sème momentanément un blé éphémère, cycle très court, et donc ça c'est du pilotage à vue. Mais sachez que des gens installés très au sud, et qui sont quand même très apparentés évidemment à des éleveurs nomades et semi-nomades, mais c'est alors vraiment une culture, tout ce qu'il y a de plus opportuniste. Dès qu'il y a de l'eau qui s'est accumulée à un endroit, parce qu'il y a une grosse nuit d'orage, ça a coulé à cet endroit-là, hop, on tente de blé. Bon, des landes pâturées, ça, je passe un peu rapidement là-dessus. Terre de parcours, alors le problème des terres de parcours, après, on va le voir, c'est
en fonction de la taille du troupeau, est-ce qu'il n'y a pas la tragédie des communs, comme on dit dans notre jargon. Il faut savoir que ces terres de parcours sont indivises. En fait, on dit que c'est des terres collectives, en fait c'est des terres libres d'accès. Et les terres libres d'accès, celui qui a 100 fois plus de bêtes que l'autre, a 100 fois plus d'accès au fourrage. Et donc il ne faut pas se laisser tromper quand on dit c'est des terres collectives, de penser que pour autant ce serait égalitaire, parce que c'est justement au contraire un des lieux où se font les plus grandes différenciations sociales au sein de la paysannerie. Donc là on est aussi dans la gestion cette fois sociale d'une ressource qui peut commencer à devenir rare s'il y a surpâturage. Les steppes à alpha, on se rapproche du désert. Les steppes à armoise, c'est encore moins. Alors là, il n'y a plus que des élevages, et des élevages, y compris dromadaires, et même, juste pour vous montrer, c'est récent, les gens commencent même à avoir des camions et peuvent commencer à transporter du fourrage. Voilà. Alors, et puis quand même, une fois qu'on est, quand même, vous savez, dans la gestion de l'eau, c'est les oasis. Dans la gestion des oasis, je ne sais pas si vous avez raconté ce matin les modalités de... Quand vous avez une nappe phréatique qui en général, les nappes phréatiques épousent à peu près le dénivelé des reliefs, eh bien, depuis très longtemps, des populations sédentarisées ont commencé à capter les nappes en position haute à travers des canaux souterrains. Alors on appelle ça Foggara, Ketara, en Iran, je ne sais plus comment on appelle ça, Kenwat, je ne sais plus, enfin qu'importe, mais on arrive sans pomper, mais par gravité, à acheminer l'eau vers des oasis. Et la question évidemment de la rareté de l'eau dans ces régions-là va se poser, mais voilà ce que ça donne. Là on peut, alors là très clairement, quand vous êtes dans un oasis, et quand il y a de l'eau rare, je ne vous cache pas d'ailleurs que les gens parlent très peu de rendement à l'hectare, ils vous parleront presque de rendement au litre d'eau, parce que vous avez des codes d'accès à l'eau, parce que c'est ça qui définit la surface accessible, c'est la quantité d'eau auquel vous avez accès. Donc il y a des droits d'eau très ancestraux qui sont organisés autour de ces aménagements qu'on voyait là. Et là, évidemment, il n'est pas question de laisser échapper le moindre filet d'eau. Et là, je peux vous assurer que vous avez au moins 3 strates de végétation, le palmier dattier, le figuier et une culture annuelle qui peut être une luzerne. Un travail très intensif, il faut féconder les palmiers à la main. Là, on est vraiment dans un espace très étroit, parfois surpeuplé, où il y a depuis déjà très longtemps une agriculture irriguée très intensive, avec y compris une association élevage et les transports de fourrage. Juste, puisqu'il faut que j'accélère, qu'est-ce qu'ont fait les Français dans cette affaire? 1. Colonisation de peuplement, surtout en Algérie. Introduction de nouvelles espèces, c'était les chevaux, c'était les bovins, donc une traction animale capable de tirer une charrue, alors que l'âne n'est pas capable, enfin, on a vu quand même, mais c'est très difficilement de labourer à proprement parler, et la charrue c'est un outil plus profond qui va retourner, c'est un outil dissymétrique, il y a 2 manchons, c'est un peu compliqué. C'est donc des nouveaux matériels végétaux, c'est le blé tendre qui va arriver, c'est la vigne qui va arriver, c'est la colonisation française, c'est l'appropriation privative des terres les plus fertiles, avec l'argument, ces terres ne sont pas cultivées, donc elles ne sont pas appropriées, c'était quand même des terres de parcours. On s'approprie d'immenses domaines dans les zones vertisoles les plus fertiles, mais dont la fertilité ne se manifeste que si on commence à les drainer. Et donc beaucoup de Français ont dit, attendez, on est chez nous, c'est nous qui avons aménagé, enfin, vous connaissez l'histoire. Et ces Français vont s'inspirer des savoir-faire algériens, marocains et tunisiens pour pratiquer, cette fois-ci, une jachère labourée. Alors, ça va être pâturé quand même pendant un moment. Donc, pendant une année où tombent les pluies, on ne cultive pas le blé. On commence à pâturer ou laisser les Algériens, les Tunisiens, les Marocains pâturer les terrains. Et puis, on laboure. Alors, on laboure avant l'arrivée de la saison sèche. C'est-à-dire la préparation du lit de semences de l'année d'après ne se fait pas avec la première pluie en octobre, elle se fait pendant la saison qui précède. Et du coup, là, cette jachère, elle est effectivement labourée. Ça, c'est toujours pour lutter contre les mauvaises herbes. On enfouit cette fois les mauvaises herbes pour s'assurer que vraiment l'année d'après, il n'y en aura pas. On n'y arrive jamais. Mais la jachère labourée, alors on a appelé ça dry farming. Et je vous dis tout de suite que dans un premier temps, ça a été la traction animale. Mais avant même la Deuxième Guerre mondiale, la première motorisation d'agriculture en France a eu lieu en Algérie, avec du matériel nord-américain, les tracteurs chenillards, alors là vraiment sur d'immenses hectares, parfois plusieurs milliers d'hectares, en tout cas toujours plusieurs centaines d'hectares, on pratique la même culture
blé jachère. Comme il n'y a plus de traction animale quand on met des tracteurs, il n'y a même plus besoin de fourrage, il n'y a même plus besoin de messe à voile, il n'y a même plus besoin de tout ça. Et on commence même à labourer, et à labourer intensément la jachère pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes. Et derrière l'idée du dry farming, je vous dis tout de suite, c'est une idée qui a été théorisée mais qui s'est avérée dans les faits complètement fausse, c'est qu'on va labourer la terre pour que la pluie qui tombe pendant la jachère s'infiltre dans le sol et qu'il y ait une réserve en eau pour le blé suivant. Et pendant longtemps, ça a été théorisé aux États-Unis, hein, dry farming, c'est un nom anglo-saxon, et l'agriculture française en Algérie, il faut savoir, était très inspirée de l'agriculture nord-américaine, une agriculture extensive qui ne produit qu'une année sur deux, et par contre, les Français ont vu un accroissement de rendement et l'ont attribué à cette histoire-là de l'emmagasinement de l'eau dans le sol. En fait, après ça a été mesuré avec une quasi-symétrique, on découvre que l'eau qui s'emmagasine pendant l'année de jachère, même quand on fait un labour comme ça, le seul été qui suit avec le sirocco est tel qu'il n'y a pas de réserve en eau résiduelle pour le blé d'année suivante. Et du coup, l'accroissement de rendement de ces années-là, ben c'est un sol ameublé. Alors c'est d'abord un semis précoce, ça c'est vrai. Comme le lit de semence est préparé longtemps, on peut faire les semis de blé très précoces, ils vont s'enraciner profondément, et ça c'était décisif. Et puis c'est aussi qu'on a ameublé la terre, on a détruit l'humus, et l'humus, notamment dès les premières pluies à l'automne sur un sol très meuble, ça dégage de l'azote, ça dégage des éléments minéraux, ça donne un coup de fouet au blé dès l'automne, et c'est ça qui est à l'origine de l'accroissement de rendement. Et par contre, la mauvaise nouvelle, vous l'avez compris, c'est qu'on a détruit l'humus. Et aujourd'hui, l'Algérie paye, pour une large part, les erreurs de la jachère labourée par des sols qui sont déjà une très faible stabilité structurale. Et alors voilà, hein, donc les zones d'appropriation, ben vous n'êtes pas surpris, là, la vallée du Chélif, les plaines littorales et autres, ça c'est les zones des grands domaines que vous pouvez trouver en Afrique du Nord. Alors voilà, ça c'est en Algérie, et c'est encore aujourd'hui. Vous avez évidemment le Piémont, vous devinez que les gens logent sur les Piémonts, et il faut savoir qu'à l'indépendance, il y avait donc d'immenses terrains, certes maintenant qui sont drainés, qui sont très fertiles, les sols argileux, les plus favorables à l'agriculture, et l'immense majorité des paysans restaient sur les Piémonts. Et par contre, les grands domaines étaient appropriés par quelques Français. Et c'est évidemment très hautement motomécanisé, c'est-à-dire que ça créait finalement très peu d'emplois. Vous commenciez à avoir une population en surdensité sur les Piémonts, et les terrains arables les plus fertiles, je dirais, qui n'étaient exploités qu'une année sur deux, mais qui, pour le travail, en fait, faisait qu'on importait du matériel, du gros matériel d'origine des États-Unis, pour préparer le terrain, parce que figurez-vous qu'on est là en saison de pluie. Alors la preuve en est, c'est que si on regarde, on zoome, on voit bien les populations sur les Piémonts, on voit bien les zones qui sont fait des parcours, et vous voyez qu'ici il y a toute une frange de blé. Alors évidemment, comme c'est loin, on n'en voit pas l'étendue, mais c'est bien blé jachère. Et ça, c'est des terrains perdus, c'est de l'eau perdue, c'est de l'énergie perdue, et évidemment, le grand défi d'aujourd'hui en culture pluviale, puisqu'on va beaucoup parler des cultures pluviales, c'est ne pourrait-on pas commencer par mettre fin, évidemment, aux jachères. Alors là, on retourne en Tunisie, la photo précédente était en Algérie, c'est très bien la motomécanisation de l'agriculture, mais quand il faut commencer à s'arclobiner, parce que vous faites des pommes de terre ou quand vous faites des choses, alors il vous faut de la main-d'œuvre. Alors c'est une main-d'œuvre saisonnière, enfin vous voyez. Alors, inutile de vous dire que ça, c'est tout ce qu'il y a de plus inopérant. Parce que même si vous arrivez à les maintenir en ligne, tous ces gens-là, je veux dire, pour 10 travailleurs, il faut au moins contremaître. Parce que les salariés, c'était déjà comme ça la colonisation française, et ça se poursuit aujourd'hui, les salariés, ils sont comme ça. Si vous n'êtes pas derrière eux, ils commencent à se reposer. Et c'est bizarre. Hein, alors vous savez que la paysannerie qui était sur les Piémonts là tout à l'heure, la paysannerie qu'on voyait tout à l'heure sur les Piémonts, elle, quand elle est chez elle, elle est prête à travailler plus pour gagner plus. Hein. Quand on travaille pour son propre compte, non, c'est la provocation, vous avez compris, mais précisément, ça nous ramène à quelque chose de décisif, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut être le plus hautement valorisant des ressources naturelles dans des régions comme le Maghreb? Est-ce que c'est une agriculture paysanne de gens qui travaillent pour leur propre compte, quitte d'ailleurs à ce que les gens soient prêts à travailler plus pour gagner plus? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez des salariés qui, évidemment, supposent que vous ayez des contremaîtres, etc.,
Ou alors du coup, est-ce que vous ne remplacerez pas cette main-d'œuvre par des grosses machines, et du coup c'est des coûts importés, alors que vous maintenez les gens sur les piémonts au chômage? C'est pas fort astucieux. Et c'est pourtant ça qui s'est fait à l'indépendance. C'est-à-dire que quand, alors c'est un peu différent d'un pays à l'autre, bon les vignobles, donc ça, c'est vraiment parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à la vigne et dans ces choses-là. Alors en général, les vignobles, c'était quand même plutôt sur les piémonts, et les piémonts, c'était précisément les zones colonisées déjà depuis tout le temps par les populations berbères et arabes. Donc là, il y a eu conflit, alors encore beaucoup plus aigu pour la terre quand on l'a étendu. Là, c'est pas le cas, là, on l'a fait dans la plaine du vignoble, mais les meilleurs vins ne sont pas forcément dans les plaines hydromorphes. Bon, et les oliveraies, évidemment, ça c'est Tunisie aujourd'hui, mais on a pour l'export. Voilà, juste pour vous dire que le vrai, et on va débattre après ça, si vous voulez, j'ai dépassé mon heure, l'écran. Le vrai défi, donc, c'est la gestion de l'eau, c'est ça la ressource rare. Et la gestion de l'eau, si on pense aux cultures pluviales, je n'ai pas encore parlé d'irrigation, alors moi j'ai fait fort. Mais c'est la reconstitution des réserves en eau tous les ans, c'est pour l'accession aux racines des plantes, au blé. C'est le contrôle, alors ce sera aussi, si on veut parler d'irrigation après, des réserves en eau de la nappe phréatique, on verra éventuellement si vous voulez. Ce qui est décisif dans la gestion de l'eau, puisque c'est ça la ressource rare, c'est évidemment le bon contrôle des herbes adventices. Aujourd'hui on peut mettre des herbicides, ça c'est vrai, c'est moins de travail, donc plus de chômage à la limite, et plus de produits importés, c'est pas forcément la solution d'un point de vue social. Dans la gestion de l'eau, ce qui est très important, quand je parle de fertilité organique, c'est l'humus, parce que je vous disais que l'humus, c'est quand même ça qui retient l'eau. C'est l'argile et l'humus dans un sol qui retiennent l'eau, mais bon, vos sols sont relativement argileux, mais je vous ai dit, ils sont battants. Et là, eh bien, évidemment, la jachère labourée des dry farming a détruit très largement cet humus. Donc on a très largement détruit la capacité des sols à retenir l'eau. La préparation du lit de semence, c'est toujours le plus précocement possible qu'il faut arriver à préparer tout ça pour avoir un enracinement profond. Et figurez-vous qu'en ce qui me concerne, j'aboutis à une conclusion qui peut vous apparaître étrange. Ben, il y a urgence au Maghreb aujourd'hui de redistribuer les terres au profit d'une paysannerie qui s'est prête effectivement à vouloir travailler plus pour gagner plus. Et je pense que si au lendemain des indépendances, on avait fait de vraies réformes agraires, quand il y avait encore beaucoup de main-d'œuvre rurale sous-employée sur les piémonts, on aurait effectivement, avec le départ des Français, redistribué les terres et on l'aurait donné aux paysans et ils auraient travaillé pour leur propre compte. Je pense que sans le gros matériel agricole, mais en allant au-delà de l'âne, mais en utilisant ce que les Français avaient introduit, les chevaux de trait et les bœufs de trait, en introduisant la charrue, des gens travaillant pour leur propre compte n'auraient pas substitué la force de travail par des machines, puisque justement un père de famille, qu'un employé, qu'un patron d'un grand domaine marocain, algérien ou tunisien, parce que maintenant ça a été privatisé en Algérie, ait envie très vite de préférer la machine plutôt que les salariés, parce que le taux de profit est supérieur avec une machine, ça se comprend. Mais qu'un père de famille dise à ses enfants, écoutez, on va accroître la productivité du travail, comme ça je vous remplace par des machines, et comme ça vous serez au chômage, ça je n'ai jamais vu faire. Et ça c'est décisif. Le fait qu'aucun des trois gouvernements n'ait vraiment osé de vraies réformes agraires, c'est-à-dire de donner les terres aux paysans, eh bien c'est ce qui a fait que sur des grands domaines, des gens ont acheté du gros matériel, et que pour amortir le gros matériel, si vous ne labourez pas à temps partiel, à mi-temps, la jachère, si vous cultivez la jachère avec des vins savoines, avec des pois chiches, avec des plantes sarclées, etc., il ne vous reste plus à l'automne pour préparer votre petite semence et votre semis que même pas 10 jours. 10 jours entre le moment où le sol est humecté et le moment où il faut impérativement terminer les semis pour que vous ayez un enracinement profond. Et 10 jours pour amortir du gros matériel, impossible. Et ça ne rentabilise pas, ça ne fait pas un taux de profit. Donc il ne faut pas se tromper. Le drame, c'est que même en Algérie, où pourtant les Français sont partis, les terres ont été nationalisées, vous savez qu'au début, il y a eu un accaparement de terres par l'effet là des Piémonts qui voulaient se réapproprier ça. Ben Bella à l'époque, et ça a été ensuite confirmé par Boumedienne, non, on fait des domaines autogérés, seulement aux ouvriers permanents des grands domaines. Et donc on a maintenu des gens en sous-emploi sur les Piémonts. Et là où il y avait
la possibilité de leur créer de l'emploi et de faire travailler davantage des gens et d'éviter la jachère, eh bien, parce qu'on a mis du gros matériel, on s'est imposé des jachères, parce que la jachère, c'est ce qui permet de faire travailler les grosses machines à mi-temps, quoi. C'est-à-dire que le taux de profit, quand vous êtes propriétaire de milliers d'hectares, ben, excusez-moi, mais c'est combien je gagne avec mon blé rapporté au capital investi dans le tracteur. Le capital investi. Et ben, il faut faire travailler le capital plus que 10 jours. On le fait travailler à mi-temps, une moitié de l'année, sur la jachère. Et donc tout le déficit vivrier, parce que vous savez que l'Algérie, par exemple, aujourd'hui importe 80% de ses besoins en blé. 7 millions de tonnes l'année dernière. Quoi, je veux dire. Donc ce déficit vivrier, il tient à l'absence de réelles réformes agraires. Alors aujourd'hui, ça devient un peu plus difficile, puisque les gens qui étaient au chômage, entre-temps, sont partis, et certains se pouvaient rejoindre la France. Mais, enfin, l'Europe, d'une façon générale. Mais je pense que ces 3 pays payent aujourd'hui très très cher l'absence de réforme agraire. Puis j'arrête là. Il y a des choses dont je n'ai pas parlé, mais qui vont sortir dans le débat. J'étais vraiment trop long. Excusez.